Oui, en plus de ces sujets-là, je vais parler un petit peu du surendettement parce que c'est quand même un peu le métier principal à la banque, une des missions principales dans le réseau, au niveau du service des particuliers, qui a été confiée par l'État à la Banque de France. Puisque quand on parle d'exclusion financière, pas loin derrière, il y a l'exclusion sociale. Et donc forcément, il y a un impératif à mettre en place des systèmes pour limiter tous les dégâts que ça peut provoquer. Donc en premier, je voulais vous parler du surendettement, une des missions donc confiées à la Banque de France. Ma collègue tout à l'heure vous parlera du fait qu'il y a une diminution du nombre des dossiers depuis l'année 2015 à peu près. On est quand même encore à 180 000 dossiers en 2017, donc c'est quand même toujours une activité qui est assez importante sur le territoire. Mais ce qui est... on doute fort que la baisse des dépôts de dossiers se poursuive, puisque même si le crédit a été pas mal encadré avec notamment la loi Lagarde en 2010, les difficultés économiques des usagers perdurent. On voit bien, les Gilets jaunes nous le rappellent encore en ce moment. Et en fait, dans la population qui dépose des dossiers de surendettement, on s'est rendu compte qu'il y avait un changement dans la typologie. En 2001, on avait les 55-64 ans qui représentaient 8% de la population qui déposait des dossiers de surendettement. Aujourd'hui, donc on est 17 ans après, en fait, cette population-là a doublé parmi les gens qui déposent un dossier de surendettement. Ils représentent aujourd'hui 16% des personnes qui déposent. Et les plus de 65 ans, c'est pareil, leur proportion a doublé dans les gens qui déposent un dossier de surendettement. Ils sont passés de 4% en 2001 à 9,9% aujourd'hui, en 2017. Et en fait, vous parlez un peu aussi des services du surendettement dans le réseau de la Banque de France, qui en fait, que sont devenus les services du surendettement. On parlait autrefois de services du surendettement, aujourd'hui on parle de centres de traitement. En fait, il y a beaucoup moins d'endroits où on traite les dossiers de surendettement sur le territoire. Et du coup, ce vocabulaire s'en dit long sur le travail de masse qui en découle, centre de traitement, et sur le processus de déshumanisation qui l'accompagne. Et en fait, si on reprend un peu l'historique, en 2003-2006, la Banque de France était liée à l'État par un contrat de service public en ce qui concerne ces activités-là. Et en fait, ce contrat prévoyait que dès le dépôt d'un dossier de surendettement, la personne qui déposait recevait un courrier, et sur ce courrier, il y avait le nom du gestionnaire du dossier qui apparaissait, avec sa ligne directe téléphonique. Donc, ce qui voulait dire que la personne qui déposait un dossier pouvait avoir des contacts avec le gestionnaire de son dossier et bien, poser des questions ou intervenir à tout moment. L'industrialisation du processus de traitement a eu pour effet de supprimer notamment les contacts des gestionnaires de dossiers avec les clients, avec les débiteurs. Le gestionnaire n'a quasiment plus jamais le temps de contacter le débiteur et les débiteurs ont vraiment du mal à s'y retrouver, à comprendre la logique des décisions qu'ils reçoivent et à les décrypter. Et en fait, quand on mesure combien est importante la culpabilité qui généralement accompagne les situations de surendettement, on comprend pourquoi les débiteurs oublient très souvent de déclarer certains éléments essentiels pour déterminer leur capacité de remboursement et permettre qu'on traite leur dossier. Et ces éléments, bien souvent, en fait, on les découvrait lorsqu'on avait des contacts directs avec les gens. Et en
fait, on validait avec eux les données financières qu'on avait extraites de leur dossier, et c'est comme ça qu'on arrivait à faire un travail le plus juste possible par rapport à leur situation. Aujourd'hui, dans les centres de traitement du surendettement, le travail est organisé par des pilotes de service qui décident d'opérations coup de poing, concentrés à un instant T sur certains stades de la procédure. Donc on traite à un moment la recevabilité, après on va faire les mesures à élaborer. Et puis peu importe qui traite le dossier, si ce sont des intérimaires, des stagiaires, des agents de cellules de renfort, ça devient anonyme, même s'il y a toujours un nom sur les courriers qui sont adressés aux gens, le nom d'une personne qui ne connaît pas forcément le dossier. Et puis en plus, ce nom change régulièrement au cours de la procédure. Et dans tous les cas, c'est très difficile de joindre la personne, puisque ont été mises en place également des plateformes téléphoniques qui limitent l'accès aux gestionnaires. Et bien souvent, les gens qui répondent soit au téléphone, soit qui font un accueil au guichet de premier niveau, répondent à des questions d'une manière très générale et qui ne sont pas toujours adaptées à la situation du débiteur. Alors, il a été question tout à l'heure des points conseil budget. Et je voudrais dire 2 mots dessus, parce qu'on n'a pas tout à fait le même discours à la Banque de France que celui qui est tenu à l'INC. En fait, les points conseil budget, je crois qu'ils ont été mis en expérimentation en 2016, si je ne me trompe pas, dans 4 régions de France, Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie et Île-de-France, je crois que c'est ça. Et en fait, le but de ces points conseil budget, à terme, c'était de négocier les dettes entre les clients et les créanciers. Donc en fait, de nous remplacer à nous. De nous remplacer à nous en fait, avec ce dispositif de point conseil budget, c'était en fait de type associatif. En fait, ces points conseil budget étaient censés avoir quelques salariés, des bénévoles, quelques salariés, qui effectivement, vous l'avez dit, devaient être financés par les créanciers. Donc nous, on voyait ça d'un très mauvais œil, le fait que le créancier finance le salarié. Donc comment le salarié peut-il avoir un œil neutre par rapport à un plan de remboursement qui serait établi, et puis il nous semble quand même qu'on était mieux placé pour avoir ce regard neutre dans le traitement des dossiers de surendettement. Alors, régulièrement, je vais sur Internet pour regarder où en sont ces dispositifs, quels sont les bilans des expérimentations qui ont été tenues sur certaines parties du territoire. Et je dois dire que moi, je n'ai pas vu grand-chose. Il devait y avoir un grand bilan en 2017, sur l'action 2017, je n'ai pas vu. Et la conclusion que j'en ai tirée, on en parlait hier, c'était de dire, finalement, moi j'ai l'impression que ça a été un peu abandonné. Pourquoi abandonné? Parce qu'en fait, il y a eu de grandes évolutions législatives au point de vue du surendettement qui a quasiment annulé toutes les procédures amiables qui étaient en vigueur jusqu'en 2017. Et en fait, quand on traite un dossier de surendettement maintenant, on ne négocie plus la plupart du temps. Il y a encore quelques dossiers uniquement. La négociation amiable maintenant concerne uniquement les dossiers dans lesquels il y a des biens immobiliers. Sinon, tous les autres dossiers, il n'y a plus de négociation amiable. On impose nos décisions. On impose et on valide nos décisions. C'est même plus le juge qui valide comme à une époque. On valide nous-mêmes nos décisions. Donc, les points conseil budget ayant pour vocation de faire la partie amiable, et la partie amiable ayant disparu, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, et peut-être vous en savez plus ici, que l'idée des points conseil budget a été abandonnée.
Donc, dans les dispositifs que la Banque de France est censée mettre en place pour lutter contre l'exclusion, il y a également, je change de sujet là, l'éducation financière du public. Donc, pour ça, elle a mis entre autres un site en ligne qui s'appelle Mes questions d'argent, qui contient différentes informations et des aides pour apprendre à gérer un budget. Mais bon, ce site ne résout pas les problèmes d'insuffisance de ressources, qui sont quand même très souvent à l'origine des problèmes financiers des personnes. On va vous expliquer comment vivre avec 800 €. Voilà, mais vous allez voir sur le site, il y a aussi, on vous explique comment on peut faire des économies. Par exemple, là, on est en période de Noël. Et donc, pour acheter des cadeaux pas chers, on peut acheter des cadeaux d'occasion. On peut aller chez Emmaüs. Il y a plein d'idées, là, franchement. Allez voir, c'est assez intéressant. Donc, un autre dispositif que l'État a demandé à la banque de mettre en place pour lutter contre l'exclusion, c'est la formation associative. Donc la banque fait de l'éducation financière des publics, que ce soit institutionnel, associatif ou professionnel, une priorité de son travail d'accueil. Pourquoi pas? Mais en même temps, pourquoi faire? Les associations, les assistantes sociales viennent en aide aux personnes qui veulent déposer des dossiers de surendettement. Donc les former, c'est bien, c'est parfait. Mais en fait, elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour épauler toutes les personnes qui déposent un dossier de surendettement. Et dans tous les cas, il est aussi très important pour nous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de maintenir un contact direct entre les gestionnaires de dossiers et les gens qui déposent un dossier de surendettement. Ensuite, l'accessibilité bancaire. Donc l'accessibilité bancaire, c'est devenu un droit, ça a été dit par plusieurs intervenants, un droit indispensable répondant à une obligation légale de percevoir tout salaire dépassant 1 500 € par chèque ou par virement. Et à l'obligation légale également de limiter les paiements en espèces à des plafonds en fonction de la nature des transactions. Donc effectivement, tu l'as dit, 300 € pour payer aux finances publiques, c'est inscrit dans le marbre, et 1 000 € pour régler par exemple une facture à un artisan ou autre. Et en fait, d'où l'obligation donc de détenir un compte bancaire. Et la Commission européenne a fait des préconisations concernant l'accessibilité bancaire en 2011. Donc ces préconisations prévoyaient que les services bancaires essentiels doivent couvrir toutes les opérations nécessaires pour l'ouverture, la gestion et la clôture d'un compte de paiement, pour également les dépôts et le retrait d'argent sur ce compte, l'exécution d'opérations de paiement par virement ou par transfert de fonds, y compris par l'intermédiaire d'une carte de paiement. Ces comptes ne comprennent pas par contre la possibilité d'avoir un découvert bancaire. Par contre, la Commission précise que les États membres devraient garantir le compte de paiement de base, que le compte de paiement de base, soit fourni gratuitement ou à un coût raisonnable. Dans ces préconisations, il n'y avait aucun critère exclusif pour obtenir ce compte de base. En France, on est loin d'entrer dans ce cadre, puisque les deux dispositifs qui existent, que ce soit le droit au compte ou l'offre pour la clientèle fragile, on a déjà parlé des deux, tous les deux concernent des catégories de personnes bien définies. Donc le droit au compte s'adresse uniquement aux personnes qui n'ont pas ou plus de compte bancaire. C'est très limitatif parce qu'on voit que les personnes qui n'ont pas ou plus de compte bancaire ne sont pas les seules à avoir de grosses difficultés à faire fonctionner leur compte bancaire. Lorsque vous avez un découvert bancaire et que le banquier ne souhaite plus soit vous laisser l'utiliser, soit que vous n'aviez déjà pas d'autorisation à l'origine et qui veut vous le supprimer, toutes les ressources qui vont parvenir sur son compte vont être
Absorber, merci, pour couvrir le découvert. Et en fait, très souvent, les gens se trouvent confrontés à une impossibilité d'utiliser leur compte bancaire et à une impossibilité d'accéder au droit au compte puisqu'ils ont un compte bancaire et qu'une des conditions pour obtenir un droit au compte, c'est de n'avoir pas de compte bancaire. Donc, nous, on pense qu'il faudrait que la procédure de droit au compte soit ouverte beaucoup plus largement à un public qui en a besoin. Et puis, je voudrais rappeler aussi ici que bien souvent, les associations ou même les conseillers, assistantes sociales ou autres, font une confusion. Une personne qui possède un compte nickel ne possède pas un compte bancaire. Un compte nickel n'est pas l'équivalent d'un compte bancaire. Et donc, la personne qui a un compte nickel a le droit, par contre, elle, d'obtenir un droit au compte par l'intermédiaire de la Banque de France. Voilà. Ça va passer. Je passe sur certaines choses que j'avais écrites qui ont été dites déjà sur l'offre spécifique. On n'est pas en avance, donc... Oui, ça tombe bien. Donc, vous avez des revendications parce que ouais. Là, on est dans les constats, effectivement. Est-ce qu'on peut faire des demandes Pas que dans les constats, là, je viens de le dire. Oui, enfin, on voudrait que le droit au compte soit plus largement ouvert. Voilà. Ça, c'est une vraie demande, une vraie revendication. Ouais. Et puis, mais on voudrait aussi que les gestionnaires de dossiers de surendettement puissent continuer à travailler en direct avec les gens qui déposent. Ça fait aussi partie de nos revendications. Et aussi, ce qui fait partie, bien sûr, de nos revendications, comme des revendications de toute la CGT, c'est une augmentation du pouvoir d'achat, des ressources, des salaires, puisque c'est quand même la meilleure manière de lutter contre l'exclusion financière.